Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embaló a ouvert le chantier d'une réforme de la Constitution en décidant la mise en place d'une commission à cet effet, une décision relative aux injonctions de la CEDEAO. Au Nigeria, les violences survenues en avril dans le nord-ouest ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger et 19 000 Nigériens à se déplacer à l'intérieur de leur pays, des chiffres annoncés par le HCR. Et puis au Sénégal, un assouplissement des mesures de restriction contre le Covid-19 a été annoncé. Il s'agit notamment d'une réduction du couvre-feu nocturne dès ce mardi et la réouverture des lieux de culte. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embaló a ouvert le chantier d'une réforme de la Constitution en décidant de la mise en place d'une commission à cet effet, une décision relative aux injonctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voici les détails. La CEDEAO avait pressé Embaló d'engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. Le président Embaló a annoncé par décret ce lundi l'instauration d'une commission qui aura 90 jours pour présenter ses propositions. L'actuelle constitution passe par un facteur primordial des crises auxquelles ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est abonné, dont la dernière en date est toujours en cours depuis le second tour de la présidentielle, le 29 décembre dernier. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice dans ces crises chroniques, avait insisté sur la nécessité d'une réforme constitutionnelle dans le communiqué où elle annonçait fin avril reconnaître Embaló comme président. Cette reconnaissance intervenait après des mois d'impasse due à la contestation persistante des résultats par son adversaire, Domingos Simoes Pereira. La communauté internationale a souvent appelé, à l'occasion de la révision de la constitution bissau-guinéenne, à une clarification des rôles respectifs du chef de l'État et du Premier ministre dans ce régime hybride atypique en Afrique de l'Ouest où le présidentialisme est la norme. L'ancienne colonie portugaise a connu depuis son indépendance en 1974 une multitude de coups d'État et de tentatives de coups de force et une succession de gouvernements. Au Nigeria, les violences survenues en avril dans le nord-ouest ont conduit 23 000 personnes à fuir vers le Niger et 19 000 Nigériens à se déplacer à l'intérieur de leur pays. Il s'agit de chiffres annoncés ce mardi par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des précisions à travers cet élément. La violence persistante au nord-ouest du Nigeria a forcé environ 23 000 personnes à fuir vers le Niger durant le seul mois d'avril. Ce dernier afflux porte à plus de 60 000 le nombre total de réfugiés qui ont fui cette région du Nigeria pour le Niger voisin depuis avril 2019. Ces chiffres ont été rendus publics ce mardi par un comité du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui indique qu'un autre groupe de 19 000 ressortissants du Niger, craignant et fuyant cette même insécurité dans les zones frontalières, a été contraint de se déplacer à l'intérieur du Niger. Ces réfugiés et déplacés internes, principalement des femmes et des enfants désespérés, fuient les attaques incessantes menées par des groupes armés dans les États de Sokoto, Zamfara et Katsina au Nigeria et ils trouvent refuge dans la région de Maradi, dans le centre-sud du Niger, selon le HCR qui souligne que les réfugiés ont été autorisés à entrer au Niger malgré la fermeture des frontières du fait de la pandémie de Covid-19. Les réfugiés en fuite témoignent d'une violence extrême contre les civils, de meurtres, d'enlèvements contre rançon et de pillage des villages. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit préoccupé par la dégradation de la sécurité à l'intérieur du Nigeria et par le risque d'incursions armées au Niger. Au moins 4 soldats burkinabés ont été tués et 4 autres sont portés disparus depuis ce lundi lors d'une attaque djihadiste à Kankan-Fogouol. C'est une localité située dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger. Une information rapportée par des sources sécuritaires. Une équipe du détachement militaire de Seba en patrouille a été la cible d'une embuscade menée par des groupes armés terroristes à Kankan-Fogouol, près de la frontière du Niger. Le bilan provisoire est de 4 soldats décédés et 4 autres toujours portés disparus, a indiqué une source sécuritaire.
Une autre source sécuritaire jointe par l'AFP a confirmé l'attaque, précisant que des opérations de ratissage ont été entreprises pour retrouver les éléments qui manquent à l'appel et traquer les assaillants. Kanga Fogwol est situé à quelques kilomètres du Niger et les groupes armés passent d'un côté à l'autre de la frontière, menant ainsi des attaques dans les deux pays, a expliqué cette source sécuritaire. L'urgence sanitaire liée à la lutte implacable contre le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les impératifs sécuritaires. Nous sommes tenus de rester en éveil sur ces deux fronts et je tiens ici à saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, a écrit sur Twitter le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, qui n'évoque cependant pas cette attaque. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ayant fait plus de 850 morts depuis 2015 et contraint près de 840 000 personnes à fuir leur foyer. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l'ordre burkinabé n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence djihadiste, malgré l'aide de forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Le centre du Sahel est touché par les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'ONU. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé un assouplissement des mesures de restriction adoptées contre le Covid-19, à commencer par une réduction du couvre-feu nocturne à partir de ce mardi et la réouverture des lieux de culte. Il a fait cette annonce lors d'un discours sur l'épidémie du coronavirus. Reportage. Le président Macky Sall a, dans une allocution télévisée, levé l'interdiction de rapatrier les corps de Sénégalais décédés à l'étranger du Covid-19. Cette décision intervient alors que la Cour suprême, saisie par les familles endeuillées, avait pourtant validé la semaine passée cette interdiction motivée par le risque de contagion lors de la manipulation des corps. Le président Macky Sall a décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence alors que commençaient à poindre des expressions d'impatience dans le pays sous état d'urgence depuis le 23 mars dernier. J'ai décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence comme suit. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés 1 jour dédié au nettoiement. Lors de son discours sur l'épidémie de coronavirus, le président sénégalais a aussi annoncé la rouverture des lieux de culte, essentiellement les mosquées, fermées pour les prières collectives en plein mois sacré du Ramadan dans un pays musulman à plus de 90% et les églises chrétiennes. Les restrictions imposées au transport public seront également allégées. L'école reprendra quant à elle le 2 juin prochain, mais seulement pour les quelques 551 000 élèves des classes d'examen CM2, 3e et terminale, sur un total de 3 500 000 apprenants. Le Sénégal a officiellement déclaré 1886 cas de contamination et 19 décès depuis le premier cas annoncé le 2 mars dernier. Restons au Sénégal où l'enseigne de supermarché Casino a procédé à la désinfection de l'une de ses grandes surfaces dans la capitale Dakar, une initiative qui vise à participer à l'effort global de lutte contre le coronavirus dans ce pays. Alors aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est nous sommes en train de procéder donc à la désinfection de tout le centre commercial, tout le supermarché. Nous avons des équipes de terrain qui ont des engins motorisés et des objets manuels pour procéder à la désinfection de tout ce qui est porte, tout ce qui est surface au sol, tout ce qui est rayonnage, tout ce qui est caddie, pour justement éviter que le virus se propage sur le supermarché. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires qu'il faut pour justement ne pas abîmer les produits alimentaires. Nous avons bien spécifié à l'entreprise qui est en charge de cette mission de nous proposer un produit efficace contre le Covid-19, mais qui n'altère pas la santé des populations, ni n'altère pas la qualité des produits que nous vendons.
Donc ce travail est pérennisé. Aujourd'hui, c'est notre première action ici à Sam. Nous avons mené une action la semaine dernière au centre commercial Dakar City. Et ce programme sera séquencé dans le temps, aussi longtemps qu'il le faudra, aussi longtemps que les autorités sanitaires nous l'imposeront. Non, ça n'a pas été imposé. Ce qui est imposé, c'est la fermeture des lieux de commerce les lundis. Ça, c'est imposé par un arrêté préfectoral. Mais la procédure de désinfection est une initiative privée pour protéger nos clients contre la maladie, protéger notre personnel contre les méfaits de ce virus et participer globalement dans la lutte contre la propagation de ce virus, de cette pandémie-là. Elle est journaliste à l'OETB, la télévision nationale du Bénin. Son nom, Angela Pédia. Elle dénonce le harcèlement sexuel dont elle affirme être victime dans ce média. Des dénonciations qui ont provoqué un vif débat de société qui ont secoué jusqu'aux hautes sphères de l'État. Reportage. En dénonçant le harcèlement sexuel dont elles se disent victimes dans leurs médias, 2 femmes journalistes du Bénin ont provoqué un vif débat de société qui a secoué jusqu'aux hautes sphères de l'État. Moi, d'année en année, j'ai subi ce harcèlement-là. Mais pour cette fois-là, je trouvais que c'était trop flagrant. Et j'ai cherché de l'aide partout, dans mon environnement professionnel. Mais je n'en ai pas eu. Tout a commencé par une publication Facebook dans laquelle la journaliste affirme que le harcèlement sexuel a encore droit de citer dans les médias béninois. Rebondissant sur l'affaire, Priscille Pogwemabou, ancienne journaliste d'une chaîne de télévision privée béninoise, lui a emboîté le pas en dénonçant dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux les pratiques des patrons de presse à l'égard des femmes. Chose plutôt rare d'avoir des femmes qui décident à visage découvert de témoigner sur un sujet aussi sensible. Qu'on respecte la position de chacun. Et si ces consoeurs en sont arrivés à dénoncer, mais vraiment à visage découvert en donnant des exemples, c'est sûr que c'est parce qu'elles ont vécu, elles en ont vécu, elles ont eu le temps d'accumuler et qu'à ce moment-là, elles ont craqué. Il y a une ambiance en fait, une ambiance... comment je vais dire, qui tolère le harcèlement sexuel. Cette ambiance-là, il faut la casser. Et pour la casser, il faut le faire, il faut avoir un dispositif au niveau de chaque administration et dire non, cette façon de prendre les choses-là, ça ne marche pas, c'est pas normal. Le harcèlement sexuel, il faut que dans l'entendement, ça s'entende bien comme une infraction qui peut vous faire passer du temps en prison. Bien que la majorité des réactions ait été plutôt positive, les 2 femmes ont été la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux. Une semaine après cette dénonciation historique, Angela Pédia garde un air quelque peu abattu et le visage fatigué. Et je me suis dit qu'il fallait le faire. Je n'ai plus rien à perdre, moi. Aujourd'hui, dans la profession qui est la mienne, j'ai déjà fait plusieurs années. J'ai atteint un certain âge et je savais par avance qu'il y aurait des voix qui s'écrieraient pour dire plein de choses sur ma personne, mais je me suis dit qu'à cela ne tienne, il faut que ça cesse. La voix d'Angela Pédia a d'ailleurs été entendue au sommet de l'État. Après sa dénonciation, le rédacteur en chef adjoint de la chaîne a été suspendu et une enquête a été ouverte par la justice. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.